Bonjour et bienvenue dans Café Gourmand by Wold, le live qui vous régale sur les innos les plus cools du marché. Je suis Erwan Hero, le cofondateur de Wold, qui est un cabinet de conseil que j'ai cofondé avec Michael, mon associé. Bonjour à tous. En effet, on a cofondé Wold, un cabinet de conseil dans l'innovation digitale. Et donc, pour ce premier live, on a la chance de recevoir un invité qu'on connaît très bien, avec qui on collabore, qui nous a fait l'honneur d'intervenir au précédent Club Metaverse. C'est le VP Brand Experience de chez Lacoste, c'est Benjamin Blamoutier. Benjamin, Bonjour. Comment vas-tu? Ça va et vous? Comment vous allez? Bah écoute, au top. Au top, depuis la dernière fois qu'on s'est croisés au Club Metaverse, il me semble, tout va très bien. Top. Merci en tout cas pour cette belle invitation. Écoute, avec grand plaisir, ça nous tenait à cœur que tu sois notre premier invité. Et pour cette première rubrique, c'est le CV de l'invité. Voilà, donc on te laisse la parole. Dis-nous-en un petit peu plus sur toi, qui tu es, d'où tu viens et comment tu es arrivé ici aujourd'hui. Alors, je vais essayer de faire ça quand même rapidement. Donc moi, ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans un univers marketing, digital, de marque. J'ai commencé moi chez Vente Privée, VP, où j'ai passé une dizaine d'années sur des fonctions marketing. J'ai été directeur marketing de la plateforme française de VP. J'ai rejoint Lacoste il y a 3 ans et demi maintenant. J'ai eu la chance de rejoindre cette belle maison où je m'occupe de l'expérience de marque et l'expérience client. Donc mon rôle, moi, chez Lacoste, c'est de connecter la marque aux communautés Lacoste. Et quand on dit communauté, c'est toutes les personnes qui façonnent la marque sur les réseaux sociaux, qui la réinterprètent, qui la vivent, tous les fans. Et après, bien sûr, nos clients. Et donc, ces connexions, on les fait à travers du social media, du Web3, des programmes de fidélité, mais aussi connexion par une expérience dans les magasins, expérience sur notre digital flagship, notre e-commerce et aussi sur des canaux partenaires en wholesale. Et ma mission, c'est cette connexion, qu'elle soit la plus élevée possible, puisque Lacoste, on a cette stratégie de premiumisation, cette stratégie d'élévation, et on souhaite que tous nos storytelling, tous nos contenus, toutes nos expériences soient vraiment de plus en plus élevés. Et c'est ce qu'on travaille avec l'équipe et avec aussi la recherche de territoires d'expression pour la marque innovant à travers la technologie, à travers les mondes virtuels, pour toujours que ce crocodile, finalement, qui a 90 ans cette année, continue à poursuivre cette force de narration, cette force de réinvention aussi, et cet ADN d'audace, de ténacité et de rupture du statu quo qu'on a chez Lacoste depuis 90 ans. Donc voilà d'où je viens, ce que j'ai fait un petit peu, l'univers dans lequel je gravite et ce qui m'occupe avec nos équipes ici chez Lacoste au quotidien. Écoute, super intéressant. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement la genèse, notamment du projet Web3, comment vous êtes lancé dans cet écosystème, comment tout a commencé et aussi s'il y a dû avoir, j'imagine, peut-être des phases un peu d'évangélisation auprès de certaines équipes, d'acculturation. Mais voilà, comment tout a commencé sur la partie Web3 chez Lacoste? Ouais, après, c'est une bonne question. Surtout que le Web3, nous, c'est pas un sujet qu'on a pris de manière opportuniste. C'est-à-dire qu'on s'est pas dit, il y a une trend poussée par les médias sur le Web3, les NFT, les métaverses, tous ces buzzwords qu'on a un petit peu entendus, notamment au premier semestre 2022. Nous, ce sujet-là, il s'inscrit dans quelque chose qu'on travaille depuis 3 ans maintenant, c'est l'engagement des communautés Lacoste. On se rend compte qu'on est une marque qui a une chance incroyable, c'est qu'on est une marque qui parle à des publics très variés. On a à la fois des cultures classiques, plutôt chic, des cultures street, urbaines, des cultures très fashion de la marque. Et en fait, dans notre stratégie de marque et a fortiori dans notre expérience client, on veut se connecter avec ces communautés, les engager, leur donner la parole, parce qu'on pense qu'elles font partie de la richesse de cette marque et leur donner ce pouvoir d'expression, on pense que ça nous enrichit. Et donc ce postulat-là, on souhaite le stretcher un petit peu partout, c'est-à-dire qu'on a, vous le voyez si vous regardez un petit peu notre social media traditionnel, hein, Instagram, TikTok, en fait on a on donne la parole à ces communautés de marques et encore plus là dans notre 90e anniversaire,
toute notre campagne de communication autour du 90e anniversaire a été sur la rencontre de communautés très différentes, mais rassemblées par un dénominateur commun, Lacoste et le crocodile. On le pousse sur notre programme de loyalty, on le pousse dans nos magasins. Et quand le Web3 est arrivé, on s'est dit, c'est un potentiel d'accélération qui est assez intéressant. Parce que dans le Web3, il y a une philosophie des communautés qui se crée autour de projets. Il y a également une philosophie d'horizontalité, c'est-à-dire qu'on souhaite briser un peu toutes les logiques de centralisation et partager un petit peu mieux la valeur avec les créateurs. C'est ça un peu le principe du Web3, que ce soit des créateurs artistiques, des créateurs de projets, des créateurs de crypto-monnaies. Finalement, c'est cette notion un peu d'entrepreneuriat et de partage de la valeur. Et il y a bien sûr une émergence technologique, puisque c'est basé quand même majoritairement sur la blockchain. Et la blockchain, elle permet ce partage de la valeur, cette construction collective de l'identifier, de la tracer et de permettre des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, notamment à travers tous ces sujets de NFT. Et en gros, on s'est dit, nous, ça a beaucoup de sens pour nous, puisque nos communautés, on va pouvoir les rassembler sur des réseaux sociaux, notamment conversationnels, Discord. On va pouvoir les lier grâce à la blockchain à travers un asset digital qui est le NFT. Et on va pouvoir commencer un petit peu à travailler avec eux, construire avec eux le futur de notre marque, de nos contenus, de l'expression de territoires visuels dans des mondes virtuels. Enfin voilà, c'est tout ça qu'on s'est dit qu'on allait pouvoir faire. Et c'est pour ça qu'il y a un an, quand on a lancé notre projet Web3 qui s'appelle Underwater, l'objectif, et il n'a pas changé d'une virgule depuis un an, c'est d'écrire le futur de la marque, le futur des contours de l'univers du fashion et de l'univers du sport avec notre communauté en allant explorer des nouveaux territoires. Donc voilà comment on s'est lancé pour répondre à ta question chez Lacoste et dans quelque chose qui avait beaucoup de sens pour nous, mais qui nous permettait d'aller plus vite et de faire un petit peu différemment. Et après, dans les sujets d'évangélisation en interne, parce que c'était aussi ta question, clairement, on évangélise sur cette vision de plateforme de co-création, de plateforme de conversation, de plateforme de gamification. C'est un peu les trois sujets qui s'imbriquent dans Underwater, dans une proposition valeur plus large de membership qu'on a chez Lacoste à travers un programme de loyalty, à travers l'invitation à des événements, des avant-premières. Donc, c'est quelque chose qui rentre dans un propos plus global de membership d'une communauté qu'on travaille. Et là où, par contre, on a quand même toujours des difficultés, c'est que les sujets technologiques, mais c'est un peu le sujet du Web3 en ce moment, c'est des sujets qui ont encore du mal à percer parce que le customer journey, il est trop compliqué, parce que ces sujets sont encore pris par la technologie plus que par l'usage et qu'on n'a pas encore passé cette étape de vulgarisation et qu'on n'est pas passé finalement, comme on l'a vécu il y a 20 ans, du HTML à Internet. Où là, pour le coup, quand on passera cette étape-là, l'évangélisation, elle se fera d'elle-même. Voilà. Ok. Et sur la partie, je sais que Mika a aussi une petite question sur la partie communauté. Comment vous avez réussi justement à inclure, à créer déjà une communauté et ensuite à la fidéliser et justement la faire adhérer à ces différents projets? C'est vraiment quelque chose je pense, de nouveau pour tous les acteurs. Parce qu'en fait, ces sujets du Web3, ils ont tout de suite imposé de ne plus être top-down. C'est-à-dire, je vous écris une histoire, je la transforme en contenu, je la pousse dans des leviers de communication et de publicité, et vu que j'ai été très bon dans les étapes précédentes, normalement, je vous remercie de l'acheter. Honnêtement, c'est souvent quand même un peu comme ça que ça se passe. Et le Web3, vu qu'il demande de la conversation, vu qu'il demande de la co-construction, il demande beaucoup plus d'horizontalité. Donc nous, on a cette horizontalité, on l'a fait en créant une communauté sur Discord de plus de 50 000 personnes, rassemblées par 11 212 NFT, qui s'appelle le Genesis Pass, et on y a mis beaucoup de moyens dans l'animation. Parce que ce qu'on a voulu faire, c'est de cette vision qui est très belle sur des slides marketing, on a voulu la confronter à une réalité à travers des features et finalement une réalité et des vraies actions. On a par exemple donné une identité virtuelle à notre communauté à travers des profile pictures. On a créé une deuxième collection de NFT où chacun des membres de la communauté a son identité sous la forme d'une tête de crocodile. Ça, on l'a fait avec notre communauté, c'est-à-dire que le design de la PFP,
par des systèmes de vote. Et ben, on l'a construit avec elles. On leur a soumis des designs avec des options et on a affiné le design jusqu'au reveal en demandant l'avis de la communauté. Même chose, par exemple, sur du merchandising qu'on crée en ce moment avec le projet Underwater et les participants, où le design, nos designers au studio créatif de Lacoste ont créé 4 possibilités sur des couleurs, sur du logo, sur des formes de vêtements, sur des assortiments. Et on a travaillé dans des channels dédiés sur Discord au développement de cette collection jusqu'à la validation d'un design final avec la communauté. Et après, le dernier point, c'est une animation du quotidien, c'est-à-dire que moi, personnellement, tous les jours, je viens discuter avec la communauté du projet, je viens prendre des idées, je viens donner moi-même des idées. Parfois, je réponds à des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, mais en tout cas, c'est cette interaction au quotidien qui permet d'enrichir le projet, d'être plus juste et d'aller dans des territoires qu'on n'irait pas explorer. Et après, bien sûr, on l'anime avec des vocaux, des Ask Me Anything Sessions, des Twitter Space. Et au final, c'est cet investissement en temps dans la relation avec nos membres qui nous permet d'avoir un Discord, si vous allez le voir, qui est encore actif, contrairement à plein d'autres projets qui sont lancés l'année dernière, mais qui ont un peu jeté l'éponge. Et on voit que maintenant, il y a une concentration un petit peu des initiatives sur des gros acteurs comme Lacoste, comme Nike, comme Adidas, comme Porsche, comme Starbucks, parce que ça fait beaucoup de sens pour ce genre de marque d'être en interaction avec leur communauté et on y met les moyens nécessaires dans l'animation. Benjamin, ce live tombe plutôt très bien parce que il y a un tout nouveau projet qui vient d'être lancé. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Ouais, donc on a fêté les 1 an du projet il y a quelques jours. Donc 1 an que cette communauté Underwater a émergé des fonds marins où vit le crocodile. Et c'est aussi le moment pour nous de passer une nouvelle étape. Parce que je pense que le Web3 doit permettre de créer des ruptures pour moi à la fois de propositions de valeur et des ruptures technologiques. Et là, on a fait un reveal hier d'ailleurs d'un teaser annonçant que sous l'eau, il était en train de se passer quelque chose. Et en gros, nous, ce qu'on est en train de lancer, c'est une évolution de notre Genesis Pass. Donc ça, on l'a communiqué à la communauté. Une évolution du Genesis Pass qui apporte 2 ruptures. Déjà, une première rupture technologique, c'est que ce Genesis Pass va devenir dynamique. Nous, la proposition de valeur, c'est tu es membre d'une communauté où on va créer ensemble le futur de la marque et des nouveaux modes de narration à travers de la co-création, à travers la participation à des jeux, de la création de contenu en intelligence artificielle, de la conversation autour de la marque, etc., etc. Ça, on veut que cette activité soit rewardée. Pour nous, c'est aussi important d'avoir une récompense dans un programme de fidélité parce qu'on vient dans notre magasin acheter des produits, que récompenser des gens qui s'investissent avec nous, qui sont ce qu'on appelle nous des brand builders, des entrepreneurs de marque, et qui finalement vont passer du temps avec nous à créer. Ça, on estime que ça mérite une revalorisation, une valorisation, et on va le faire dynamiquement à travers la blockchain, c'est-à-dire que toutes leurs activités sur Discord, à travers des systèmes d'API, vont être directement retranscrits dans leur NFT. Alors, je ne peux pas vous dire à quoi il va ressembler, parce qu'on est en pleine phase de reveal actuellement, mais le concept, il est là. Et c'est-à-dire que plus les membres vont être actifs dans nos animations, plus ils vont marquer des points. Il y aura un leaderboard avec des classements. Ils vont marquer des points et ces points vont être directement retranscrits par la blockchain dans leur NFT. Et du coup, là où on a actuellement 11 212 NFT qui sont différents, s'ils sont actifs, s'ils sont talentueux, s'ils sont entreprenants, ils ont leur destin entre leurs mains, ils vont pouvoir lui donner de la rareté à ce NFT. Et évidemment, plus il sera rare, plus ils auront des rewards. Et les rewards chez Lacoste, ils sont plutôt cool, puisque on peut les inviter à des événements comme par exemple à Roland-Garros, où on a invité une 60aine de holders il y a 2 semaines à assister à un quart de finale de Roland-Garros dans notre magnifique loge, la Skybox qui donne sur le court, les inviter à des événements spécifiques dans nos flagships ou dans la visite de l'usine aussi qu'on a à Troyes. Enfin voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on peut faire. On peut évidemment l'accès à des collections exclusives de merchandising Lacoste Underwater, le fait de pouvoir gagner aussi des produits très rares comme par exemple la veste numéro 23 que Novak
Djokovic a porté lors de sa victoire à Roland-Garros la semaine dernière. Enfin voilà, c'est ça qu'on veut créer, c'est un système où c'est pas le système de, et c'est là où c'est important, c'est pas un système gratuit, c'est-à-dire que c'est un système qu'on trouve équilibré. Nous, on ne croit pas du tout au système du Web3 où tu achètes un NFT et à 80 $, 100 $ ou même 300 $ et on va te donner toute ta vie des produits gratuits. Il n'y a pas de modèle économique là-dessus. Par contre, on croit à un modèle équilibré où quand tu t'investis dans un projet, non seulement tu vas avoir du reward de la part de la marque, mais en plus, ton actif numérique, tu vas le faire grandir. Et s'il y a un moment, tu as envie de le revendre, tu vas en dégager de la valeur. Mais pourquoi la cause, ce n'est pas un enrichissement sans cause. Hein. La cause, c'est ton travail, c'est ton investissement et c'est ta dimension entrepreneuriale, parce que pour nous, c'est ça le Web3. Si on prend du recul sur l'année passée, tu en parlais tout à l'heure, de quoi est-ce que tu es particulièrement fier et est-ce qu'il y a des choses que vous auriez pu améliorer ? Ce dont on est fier, on va dire, c'est clairement d'avoir avancé en agilité, c'est d'avoir essayé de briser le statu quo, c'est d'avoir essayé d'innover et surtout de ne pas être tombé dans une forme de course à la hype et au coût un peu facile pour faire monter des floor price, pour promettre des retours sur investissement, d'essayer de faire du marketing un petit peu, de faire monter un peu des cours de bourse, parce que nous, on est une marque fashion, c'est pas notre objectif. Donc nous, on a été d'ailleurs très clair avec la communauté que bien sûr, c'était des systèmes de NFT où voilà, c'était revendable et bien sûr, il y a des choses qui prennent de la valeur et on peut éventuellement faire un profit, mais par contre, c'est pas une promesse du projet. Nous, on n'a jamais promis achète un NFT Lacoste, on va faire monter son cours et tu vas devenir riche. On a été toujours très clair là-dessus. Par contre, on a promis qu'on allait construire un produit, et c'est celui que je suis en train de vous décrire, qui a un vrai potentiel long terme, de croissance organique, et qui peut rassembler tous les fans de la marque, et ils sont très nombreux à travers le monde, dans ce projet pour créer ensemble le futur de la marque, et que là, on créerait de la valeur ensemble. Et donc, je pense qu'on a pris le temps, mais on n'est pas tombé dans une course à la hype, une course aux effets d'annonce qui peuvent parfois, selon nous, être un peu trompeurs, et que par contre, on s'est concentré sur la construction d'un produit qui est sain et qui a du potentiel à long terme. Et après, dans les difficultés, c'est que Petit manque de connexion. Benjamin, est-ce que tu nous entends ? Tu nous entends, tu vois ? Je me demande si on n'a pas eu trop de connexion. Je crois que l'engouement pour le projet Web3 de Benjamin a fait sauter les serveurs. Les serveurs ont explosé, ouais. Je crois qu'on a un petit problème de connexion. Ouais. Okay. Petit problème de connexion, on s'occupe. Mais les équipes techniques sont dessus. Est-ce que si vous avez déjà peut-être des premières questions voilà, Benjamin est back avant les questions. Petit problème. Les joies du Wi-Fi. C'est ça. Donc, tu allais nous parler justement un peu des pain points que vous avez pu rencontrer ou des choses que vous auriez pu mieux faire. Les pain points, plusieurs. Clairement, c'est un projet communautaire, donc forcément, on est en transparence avec sa communauté et du coup, ça génère des attentes. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile quand tu restes très mystérieux, tu fais des annonces tous les 3 mois et que tu n'es pas en interaction avec ta communauté. Parce que, honnêtement, attendez, ça viendra quand ça viendra. Et nous, c'est pas ce choix-là qu'on a fait parce qu'on estime que si on ne prend pas en compte les retours de nos membres, qu'on n'est pas en conversation avec eux, on va être beaucoup moins sharp dans le produit qu'on va sortir et beaucoup moins juste. Donc clairement, ça a des avantages et ça a des inconvénients. Le deuxième pain point, c'est que ça demande quand même une structuration technologique qui est très complexe à gérer par rapport à des enjeux de compliance interne, des enjeux de compliance finance, fiscal, des sujets
de sécurité aussi, de gestion des données clients. Donc ça, c'est des sujets évidemment qu'on veut faire bien. Et entre le temps marketing qui est très rapide et le temps voilà, de cadrage, d'implémentation correcte de ce qu'on fait, bah, il y a des écarts qu'on n'a pas toujours mesurés et donc du coup, on n'a pas été aussi vite qu'on le souhaitait. Et parfois, on a un peu du mal à gérer les attentes autour du projet par rapport en fait à la réalité et la lourdeur quand même de ce qui est à mettre en place. Ou honnêtement, si vous allez sur Twitter ou sur Discord, que ce soit chez nous ou ailleurs, parfois on voit des commentaires. On se dit qu'on devrait aussi communiquer aussi sur la réalité quand même des projets qu'on mène parce que c'est pas, enfin, suffit pas de claquer des doigts, quoi. Donc c'est un peu les gros pain points. Ouais, gros pain points qu'on a à gérer. Et après, avec la construction aussi d'équipes, parce qu'il faut mettre des ressources, donc ça prend du temps de recruter. Et maintenant qu'on est staffé, voilà, on respire un petit peu, mais c'est pas facile. Et est-ce que, alors sans trop nous dévoiler bien entendu toute la roadmap, mais est-ce que tu peux nous dire justement dans quelle est la continuité, sur quelles sont les prochaines étapes? Est-ce que vous avez déjà, tu vois, réfléchi à embarquer peut-être comment vous allez embarquer, continuer de fidéliser cette communauté? Voilà, quelles sont à peu près les prochaines étapes que vous avez aujourd'hui chez Lacoste? Donc là, on a commencé donc, ce lancement qui va durer sur quelques jours. Donc le lancement de ce nouveau, je vous donne pas le nom parce qu'on va bientôt le révéler, mais de ce Genesis Pass Evolution. C'est un peu comme ça, c'est le nom qu'on avait mis à la roadmap qui est publique. Donc là, on a fait hier le teaser. On va continuer là pendant le week-end à faire monter en puissance le reveal auprès de la communauté qu'on va commencer à animer. Et je ne donne pas la date exacte, mais en gros, ça va continuer jusqu'au courant de la semaine prochaine, où là, on va ouvrir l'expérience. Donc, le Genesis Pass va évoluer. Et donc, on va commencer à animer cette communauté à travers des missions de co-création, des missions de création de contenu, des sujets de gamification, des conférences, des choses comme ça. On va valoriser aussi certains sujets. Typiquement, moi, je tenais beaucoup à ce que des gens qui n'aient pas forcément le temps de s'impliquer, ils puissent également être récompensés. C'est-à-dire qu'on va aussi faire parfois des systèmes de raffle sur des produits Lacoste très désirables où tout le monde pourra participer. Je tenais aussi à ce que le simple fait de venir dire bonjour le matin, un petit GM, good morning, permettre de marquer des points. Vous voyez, c'est des choses où parfois il y a des choses un peu sophistiquées, mais des choses aussi assez simples qui participent aussi à une relation conviviale, je dirais, qu'on souhaite avoir avec nos audiences, qu'on valorisera. Donc ça va commencer semaine prochaine et ça va être très séquencé puisque tout ça se passera sur un site dédié où toutes les semaines il se passera quelque chose en gros. Et donc toutes les semaines il se passera quelque chose et après ça va nous permettre, c'est la base qui va nous permettre d'activer des nouvelles histoires mais toujours liées à ce Genesis Pass évolué. C'est-à-dire que on va avoir des actions dans ce que nous on appelle le Waterverse, puisque vous avez compris, on est underwater, donc c'est pas le métaverse ou les jeux vidéo, c'est le Waterverse. Donc je ne peux pas vous dire où et avec qui, mais on est avec des plateformes virtuelles où il va se passer des choses. Et typiquement, ce que vous ferez dans ces plateformes virtuelles en tant que possesseur de ce Genesis Pass évolué, ça vous permettra de marquer des points et de le faire grandir et d'accéder à plus de rewards. On va faire des collaborations aussi avec d'autres projets où il vaudra mieux avoir un Genesis Pass assez évolué pour pouvoir y accéder. On va faire un drop de merchandising Lacoste Underwater ou donc une collection de capsules où voilà, il faudra avoir ce Genesis Pass pour pouvoir l'obtenir, etc., etc. Des quests aussi. Là, on a des systèmes moi, j'adore ça, des systèmes en ce qu'on appelle en ARG, donc en réalité mixte, où voilà, c'est des systèmes de quests où vous devez résoudre des énigmes, mais passant par de la vidéo, des rébus, la blockchain. C'est tous ces systèmes-là qu'on va travailler. Donc, une animation au quotidien. Et après, on commence à se projeter aussi sur des années, une année 2024, enfin fin 23, début 24, où on va commencer à aller beaucoup plus loin dans l'univers du gaming. Je ne peux pas en dire plus, mais où on pense finalement que ces sujets du Web3, il faut qu'on arrive à opérer la jonction et le bridge, on va dire, entre l'univers de la blockchain et de l'actif numérique et l'univers du gaming, parce que cette notion, on va dire, de play to earn, mais dans un univers de marque, on
on la trouve très juste et on pense qu'elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel. Donc ça, c'est des points une grosse brique qu'on va tirer là sur les prochains mois. Et la deuxième brique, puisqu'on est quand même une marque fashion, c'est tout l'univers du digital fashion. Donc clairement, on pense qu'il y a un vrai potentiel dans des mondes virtuels, dans du digital twins, à tirer cet univers digital fashion en réinventant un petit peu à la fois la manière dont on propose de la mode à nos consommateurs et aussi la manière dont on l'a créé, parce qu'on voit qu'avec l'intelligence artificielle, on arrive à tirer des choses assez extraordinaires et une vision de la marque qui relève un peu de nos fantasmes personnels dans nos têtes, mais grâce à l'intelligence artificielle, on peut lui donner vie, on peut lui donner corps, et c'est ce sujet-là en fait qu'on va tirer avec notre communauté. Et justement, je rebondis là-dessus parce qu'on a reçu pas mal d'acteurs lors des derniers clubs Metaverse qui nous parlaient de plus en plus justement d'intégrer les notions d'intelligence artificielle dans leur projet Web3. Aujourd'hui, comment justement, avec l'émergence de plus en plus forte de l'intelligence artificielle, comment vous les intégrez justement dans votre roadmap? Est-ce qu'il y a des nouveaux acteurs que vous allez intégrer? Comment vous les intégrez dans vos projets? C'est un vrai sujet, ça, l'intelligence artificielle, parce que nous, encore une fois, ce qu'on veut pas, c'est tomber dans la course au buzzword, parce que bon, on a eu, si vous prenez un peu de recul sur les innovations qui sont sorties ces dernières années, on a eu le big data, on a eu le voice commerce, rappelez-vous, vers les années 2015-2016. On a eu les écrans connectés, on a eu le live shopping, la course au live shopping, il fallait absolument faire du live shopping. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu évidemment le Metaverse, NFT. Et là, on arrive avec l'intelligence artificielle qui, il faut le reconnaître, présente un potentiel de rupture quand même assez fort. Parce que clairement, on voit des choses apparaître qui sont quand même assez magiques. Nous, on pense qu'il y a un peu deux axes à travailler. Il y a un axe interne, c'est-à-dire interne aux organisations et qui ne regarde pas le client final. Et il y a un axe ensuite de connexion au client final. Sur l'axe interne, nous, on pense dans l'équipe que clairement, ça doit nous permettre d'aller plus vite. C'est là où on passait des heures à faire des comptes rendus de réunion. Maintenant, il y a des intelligences artificielles qui nous font des comptes rendus de réunion. Là où on passait des heures à resizer du contenu, maintenant, il y a Photoshop, là, a lancé une brique où en 3 clics, ton contenu, il est resizé. Et pour tous tes besoins, 16.9, 9.16, etc., etc. Donc ça, clairement, nous, on travaille actuellement des plans pour accélérer et dégager du temps aux équipes pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. Pour nous, l'intelligence artificielle, ça doit permettre de libérer du temps aux équipes pour travailler typiquement sur le métier de créatif, sur la direction artistique plutôt que sur de l'exécution. Et c'est vraiment comme ça qu'on le prend. Sur la partie customer facing, là, on trouve qu'on a un terrain de jeu qui est vraiment sympa, c'est que les AI génératives, en fait, elles permettent à n'importe qui d'exprimer sa créativité. Et c'est ça qu'on trouve incroyable. C'est-à-dire que typiquement, moi, j'ai beaucoup souffert dans mon adolescence d'être très mauvais en mathématiques. C'est-à-dire que voilà, j'étais incapable de faire du calcul mental. Heureusement, la calculette m'a sauvé. Et dans ma vie professionnelle, un outil comme Excel me permet finalement de remplir mes missions. Et nous, ce qu'on se dit, c'est que tout le monde a sa part de créativité, mais il y a des gens qui ne savent pas dessiner. Il y a des gens qui ne savent pas sculpter, des gens qui ne savent pas créer. Voilà, c'est pas parce qu'on n'est pas bon avec ses mains qu'on n'est pas créatif dans son cerveau. Et ce qu'on voit, c'est que avec une idée simple, un prompt Midjourney, un prompt ChatGPT, ça permet à tout le monde d'apporter sa brique à la créativité de la marque et de finalement de traduire ce qu'il a dans sa tête dans des contenus et donc de participer, nous, à notre créativité. Et donc, nous, c'est comme ça qu'on va le prendre, l'intelligence artificielle. C'est pour réinventer du contenu, pour retrouver des nouveaux territoires visuels, complémentaires à ce qu'on fait par ailleurs. On n'est pas dans des logiques de substitution, on est dans des logiques d'explorer des nouveaux champs de création visuelle avec les outils de notre siècle. Parce que voilà, notre siècle produit des nouvelles manières de faire du storytelling. Et dans notre logique de communauté, ça permet de mettre ces outils-là entre les mains de la communauté et de leur faire participer à notre process créatif. Après, tout l'enjeu, c'est de trouver le bon équilibre. C'est de ne pas faire... on n'est pas en train de réinverser tout. On va continuer à avoir un rôle de curation, continuer à créer des histoires, mais ça nous permet de rajouter des nouveaux terrains de jeu et c'est comme ça qu'on prend le sujet actuellement.
Canon. Benjamin, super intéressant. On va passer aux questions de l'audience. Si vous avez des questions à poser à Benjamin, n'hésitez pas à les mettre sur le chat, ou en tout cas en commentaire. Benjamin, on a une première question, qui est une question / affirmation. En gros, on te demande si le positionnement aujourd'hui Lacoste en termes de communauté est un petit peu le même que celui de Nike. Après, on n'a pas exactement le même positionnement de marque, c'est-à-dire que, comment dire, Nike, c'est une marque qui est très drivée par le sport, la performance. La promesse de Nike, c'est de faire de vous des athlètes, et c'est ça dans leur stratégie relationnelle qu'ils construisent. Ils font de vous des athlètes parce qu'ils produisent des produits qui sont merveilleux pour faire du sport. Nous aussi, hein, Lacoste, si vous faites du tennis ou du golf, je vous invite très vivement à le faire en Lacoste. Mais Nike, ils ont vraiment On cette sera dimension. meilleur. Pardon? On sera meilleur du coup. Bah, en tout En cas, Lacoste. le dernier vainqueur de Roland Garros, il était en Lacoste. Mais J'allais non, dire. mais Nike fait des produits formidables. Et puis après, dans leur stratégie relationnelle, bah, ils vous entraînent, ils vous font courir, ils vous donnent des conseils autour de ça. Et ils ont une dimension, eux, d'animation de communauté qui est réelle, mais c'est pas les seuls. Nous, on le fait plus par la créativité et par une dimension aussi fashion que peut-être Nike a un petit peu moins, même si ça vaut aussi la travailler. C'est des sujets qui sont, voilà, qu'on travaille chacun à notre manière. Après, il y a quand même aussi des similitudes entre une marque comme Lacoste et Nike parce que bah, on est sur des storytelling qui parfois convergent. Et on est aussi sur des propositions de valeur qui parfois peuvent se ressembler. Après, nous, on est les seuls à voir cette intersection entre fashion et sport avec beaucoup de Frenchness, parce qu'on est la seule marque française, fashion sport, hein, de cette envergure-là. Vous regardez, il y en a pas d'autres sur ce segment-là. Et en plus, avec une dimension créative et un tone of voice qui est quand même très particulier à Lacoste. Benjamin, comment est-ce que tu vois le Web3 sur 5 ans? Question d'un auditeur. Bah, c'est une question, je pense que c'est une question qui, dont la réponse, si elle est juste, vaut beaucoup d'argent. Et bien malin celui qui a la réponse exacte. Après, moi, je pense que les enjeux du Web3 dans les prochaines années, ils sont triples. Le premier sujet, je pense que c'est vraiment un enjeu de customer journey. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, ce secteur ne décollera pas tant qu'on n'aura pas remplacé MetaMask par quelque chose de plus simple, tant qu'on n'aura pas trouvé des mécaniques pour acheter un NFT qui soit compréhensible par le commun des mortels. Et c'est là où moi je suis convaincu que à la fois des fabricants de hardware type Apple ou Samsung, bah, quand ils connecteront ces wallets où on a notre carte d'embarquement à aussi les écosystèmes blockchain, ce sera quand même beaucoup plus simple. Quand on simplifiera aussi les wordings et que un acteur d'ailleurs comme sans doute comme Lacoste, sans doute comme Nike, Adidas vont participer à rendre ces systèmes d'adoption beaucoup plus simples pour le consommateur final, bah, clairement plus de gens seront dedans. Donc ça, pour moi, c'est un premier élément de change hyper important pour le Web3 s'il souhaite se développer. Le deuxième élément, c'est un sujet de crédibilité. C'est-à-dire qu'il y a pour moi, et c'est peut-être que je suis naïf, hein, mais je pense qu'il y a encore trop d'acteurs dans cet écosystème Web3 qui ont des propositions de valeur purement spéculatives et aussi des projets qui parfois relèvent honnêtement de l'escroquerie. On a suivi quand même le sujet FTX, mais c'est peut-être le plus médiatique, mais derrière ça, il y en a des dizaines d'autres de gens finalement qui montent des projets profitant de la crédulité des gens. Et tant qu'il y aura cette réputation et ce bruit de fond autour du Web3, de la blockchain, honnêtement, je pense que ça ne décollera pas. Et après, je pense qu'il y a un sujet plus de fond sur la capacité aux projets qui, eux, sont dans des propositions de valeur long terme et pérennes à collaborer, avoir des systèmes collaboratifs avec leur communauté pour comprendre qu'on avance ensemble et finalement être dans ces vraies logiques de build qui vont permettre de trouver la formule magique. Mais tant que le customer journey, la réputation et le travail collectif ne seront pas
cranté, on va dire, il y aura toujours des difficultés d'adoption. Et après, par contre, pour finir là, cette réponse sur une note d'optimisme, moi je suis convaincu, honnêtement, que la philosophie portée par le Web3, c'est-à-dire construire ensemble, partager la valeur ensemble de manière sécurisée avec la blockchain, honnêtement, le fait qu'elle ait un avenir, pour moi, la question ne se pose pas. Clairement, c'est des évolutions d'Internet qui vont apporter de la sécurité, du partage, de la créativité, et clairement, on ira. Après, est-ce que ça se fera par des systèmes de drop de NFT, de Discord ou d'autres moyens? Ça, voilà, chacun a son avis, et si je serais ravi d'en discuter avec vous ou avec d'autres gens qui nous écoutent, parce que la réponse, on la trouvera ensemble. Est-ce que tu vois, toi, des grandes étapes structurantes en termes d'avenir pour le Web3? Des steps à passer? Tu parlais d'éviter les scams, tu parlais d'assainissement un petit peu de l'écosystème. Est-ce que toi, tu vois des grandes étapes technologiques peut-être à passer pour justement que le Web3 puisse avoir une réelle évolution? Je pense franchement que la vraie étape, c'est la simplification du customer journey. Et en fait, c'est que tout cet écosystème comprenne que la blockchain, c'est un back-office et pas un front-office. Et qu'en fait, on ne fait pas une promesse client et donc un usage et donc de la génération de valeur à vendre un back-office, honnêtement. C'est-à-dire que, je sais pas vous, mais moi, j'ai pas un iPhone parce que j'y connais rien, hein, mais qu'il est en HTML, React Native ou je ne sais quoi. Je sais même pas ce qu'il y a dedans. J'ai un iPhone parce que. Pardon ? l'UX, parce que l'UX est de qualité, parce qu'il y a une bonne ergonomie, parce qu'il est facile d'utilisation. Exactement, et puis parce que c'est simple, c'est fiable, ça va vite. J'aimerais bien que la batterie tienne toute la journée, mais honnêtement, et c'est cette simplicité d'usage. Et en fait, c'est ce frein-là à faire sauter, c'est tout le renversement finalement de tout ce qui est vendu en back-office, tout le back-office qui est vendu, de le laisser en back-office et de réinventer un customer journey en front avec des mots simples, des parcours agréables, de la sécurité et beaucoup de fluidité. Mais ça, c'est l'histoire de la tech qui veut ça, c'est que d'abord, on a des avancées technologiques qui permettent finalement de développer des cas d'usage. Et rappelez-vous tout ce qui s'est passé dans les années 70 et 80 dans des garages de la Silicon Valley. C'était imbitable pour le commun des mortels. Et pourtant, ces mêmes acteurs-là ont réussi à se structurer avec un marketing incroyable, avec des UX incroyables, pour faire en sorte que maintenant, ça infuse nos vies du quotidien. Donc, je pense que c'est vraiment l'enjeu, parce que la promesse de base, elle est là. Moi, j'en suis convaincu. On voit émerger des cas d'usage qui apportent de la valeur, celui qu'on développe en ce moment chez Lacoste, c'est-à-dire un système où quand tu es actif dans la marque, tu es récompensé au-delà du fait que tu achètes ou pas, et on valorise ta créativité et ta capacité à jouer aussi à travers finalement un partage de la valeur par la blockchain. Honnêtement, c'est des cas d'usage qui peuvent concerner des centaines de milliers de personnes qui sont dans des univers gaming chez Lacoste, qui sont aussi passionnés, qui sont des créatifs. Donc, le potentiel, il est là. Par contre, tant qu'on sera sur je dois avoir un wallet Coinbase où j'envoie de l'argent ensuite sur un MetaMask, je vais sur OpenSea ou Blur pour acheter un NFT à $80 où on me demande de payer 40 € de frais de transaction sur la blockchain. Je sais pas, je connais pas moi de site e-commerce qui performe à l'échelle en vendant des produits à 80 € avec 40 € de frais de livraison. Honnêtement, j'en connais pas. Donc c'est un peu le même système, et c'est tout ça qu'il faut réussir, à remettre dans l'ordre, mais ça prend du temps. Parfait. Moi, j'ai une question un petit peu plus perso, parce que on l'entend passionné, et je partage avec toi beaucoup d'optimisme sur cet écosystème. Mais toi, quelle est la dernière innovation qui t'a marqué, ou pas forcément la dernière, mais la plus impactante? Est-ce que c'était à l'époque le Bebop, le Tamagotchi, ton premier PC, ou peu importe, mais quelle est l'innovation qui t'a le plus marqué? Alors, dans le passé, c'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup, mais de toute façon, c'est sûr que à la fin du siècle dernier, toutes les innovations de mobilité, elles ont changé notre vie, parce que finalement, elles nous ont connectés en permanence au reste du monde, et ça a offert un terrain de jeu
marketing, business, d'usage absolument sans fin. C'est le fait de nous avoir rendu mobiles qui a créé les réseaux sociaux, l'économie collaborative, Deliveroo. On pourrait passer 2 heures à les citer. Et finalement, de nous avoir rendus mobiles, ça a changé nos vies. Après, moi, je n'émettrai pas de jugement de valeur, savoir si c'est bien ou pas, parce que ça a des implications après, sociologiques qui sont absolument considérables. Et après, plus récemment, moi, je suis quand même assez fasciné par les AI génératives, et notamment, moi, j'en ai une, mais que j'aime beaucoup à titre personnel, c'est Midjourney, parce que moi, je suis un créatif contrarié, c'est-à-dire que j'ai des représentations du monde dans ma tête sans cesse. Ou quand on travaille sur la marque Lacoste, quand on s'imagine des choses sur la marque, c'est compliqué de les exprimer. Grâce à Midjourney, en fait, en quelques mots, j'arrive à retranscrire ce que j'ai dans la tête et j'arrive à m'exprimer visuellement. Et en fait, vraiment, moi, perso, ça a un peu changé mon quotidien parce que quand j'ai une idée, j'arrive à lui donner une représentation visuelle qui est attrayante, on va dire, qui va avec de la 3D, avec ces sujets-là. Et vous voyez, par exemple, on arrive à redonner vie à des histoires d'héritage chez Lacoste qui sont hyper intéressantes. Quand on veut exprimer René Lacoste dans les années 20, quand il allait jouer des tournois de tennis, nous, on n'a que des photos en noir et blanc. En 3 prompts Midjourney, moi, j'arrive à le faire en couleur, en 3D et même en jouant au tennis avec Novak Djokovic de manière hyper réaliste. Et ça, je trouve que quand même, c'est une innovation de rupture de pouvoir finalement libérer le potentiel créatif du commun des mortels. Et ça, c'est, je trouve, assez incroyable. Canon. Est-ce que, Mika, on avait d'autres questions? Je vois qu'il y a beaucoup de questions. On arrive presque à la fin, mais est-ce qu'on a une dernière question ou pas? En effet, on a peut-être une dernière question. Est-ce qu'on arrive à estimer le ROI avec ce retour tellement axé sur l'expérience? J'aime beaucoup la question. Oui, on arrive tout à fait à estimer le ROI. Il est de plusieurs natures. Il y a un ROI commercial. Quand on vend des NFT, il y a un revenu quand on les vend. Il y a un revenu aussi sur le marché secondaire, même si là, c'est un petit peu plus discuté en ce moment avec toute la polémique autour des creators fees et des marketplaces qui arrêtent de rémunérer les créateurs, même si, encore une fois, la technologie va permettre de contourner ce sujet. Et qui, d'ailleurs, limite pour une marque comme Lacoste, c'est pas dramatique. Notre business model repose pas sur la vente de NFT. Et le projet non plus d'ailleurs. Mais par contre, pour des créateurs et des artistes NFT Web3, je trouve ça profondément injuste qu'ils ne soient pas rémunérés pour leur travail. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, on a un ROI commercial. Il y a un ROI aussi sur la vente de produits. Bien sûr, quand on crée des collections Lacoste Underwater et qu'on les vend, on gagne aussi un peu d'argent. Et surtout, nous, c'est ce qui nous intéresse au maximum. C'est un ROI communautaire, c'est-à-dire que on a des audiences qui sont engagées, on travaille avec nos fans, on peut leur parler, ils passent du temps avec la marque, du temps qui est qualitatif, il est conversationnel, il y a de la création, et là on a tout un tas de métriques de nombre de messages envoyés, d'audience, d'implication, qui pour nous sont très complémentaires avec ce qu'on fait par ailleurs sur le social media, en publicité ou en CRM. Et donc c'est une brique qui est très intéressante et qui est complémentaire. Après, c'est pas non plus, c'est pas non plus des revenus qui sont considérables, mais qui pour nous en tant que marque rentrent très bien dans une stratégie plus globale et qui nous permettent aussi d'explorer des nouveaux territoires et travailler des notions d'innovation online qui font énormément de sens pour une marque comme Lacoste. Canon, super intéressant. Écoute, Benjamin, on arrive au terme et on a quasiment respecté le timing. Il nous reste 50 secondes pour tenir nos 3 quarts d'heure. Notre belle demi-heure, c'était très intéressant. Et puis, merci beaucoup pour tous ces partages sur les retours d'expérience, sur vraiment la genèse du projet et aussi sur les projets futurs. Et vous avez un beau projet qui… Alors, on n'a pas eu le nom. On pensait que tu nous l'avais réservé pour le Café Gourmand, mais on n'a pas eu le nom officiel. Malheureusement, mon équipe m'a dit quand je suis parti, tu ne dis pas le nom. donc j'aurais promis. Écoute, t'as respecté ton engagement.
Voilà. Mais en tout cas, un grand merci et puis merci à tous ceux qui étaient présents sur ce live. N'hésitez pas aussi à nous dire quel est l'invité que vous aimeriez que l'on reçoive lors du prochain live du Café Gourmand. En tout cas, c'était un plaisir, Benjamin, de te recevoir. Merci. Un plaisir partagé. Et merci à toute la communauté qui était présente. On vous souhaite une superbe après-midi. Merci beaucoup. Merci. Bonne Ciao, journée à bientôt. tous, bye bye. Merci. Merci pour tout, Benjamin.